Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir comment créer un effet de survol directionnel en utilisant du JavaScript. Donc le principe de cet effet est relativement simple, c'est que lorsque l'on passe sur une miniature ou une image, on a un effet de survol. Mais cet effet de survol a un petit détail important, c'est tout simplement qu'il suit la direction d'entrée par rapport à l'image. Donc par exemple ici vous voyez que si je rentre par en haut, l'animation se fait de haut en bas. Si je sors sur la droite, vous voyez qu'elle se fait vers la droite et ainsi de suite. Donc comme ça, suivant la direction du survol, j'ai une animation différente. Alors dans la théorie, ça paraît plutôt simple, mais vous allez voir que dans la pratique, il y a une petite astuce pour être capable de calculer la direction de la souris et le point d'entrée. Donc on est parti. J'ai ici un dossier vide et on va partir de ça pour commencer. Donc je vais déjà commencer par créer un nouveau fichier HTML, donc je vais l'appeler index.html. Et dedans, je vais y copier-coller du code HTML relativement standard. Ici, je vais lier un CSS que je vais créer tout à l'heure, style.css. Et ensuite, je charge la librairie jQuery. Donc là, je vais carrément aller la chercher dans mon dossier. Voilà, donc au niveau du code HTML à proprement parler, ça va être relativement simple. On va avoir une div qui a la classe thumb. Et à l'intérieur de cette div, on aura une image. Donc là, moi, je vais prendre une petite image de chaton. Et ensuite, on aura, donc ici, on va mettre du 225 par 135. Et ensuite, on aura une autre image par-dessus qui sera la même, mais en noir et blanc. Donc ici, j'utilise le service PlaceKitten pour ceux qui ne connaissent pas. Ça permet automatiquement de remplacer cette image par une image de petit chaton. Donc c'est plutôt rigolo. Donc ici, je sauvegarde. Et si j'actualise, vous voyez que j'ai ma première image et l'image alternative. Donc ça fonctionne bien. Donc maintenant le principe ça va être de mettre les images l'une sur l'autre et c'est là que le CSS intervient. Donc je vais créer un nouveau fichier que j'appelle style.css et dans ce fichier je vais faire assez peu de choses au final. Je vais juste mettre une marge assez importante au body histoire de séparer un petit peu l'image du côté et je vais supprimer le padding s'il y en a un. Ensuite, je vais avoir ma div qui a la classe thumb. Donc cette div, je vais lui donner une largeur et une hauteur particulière, qui est ni plus ni moins que la largeur et la hauteur de mon image. Donc 225 px par 135. 135 px. Et cet élément-là, je vais le mettre en position relative, tout simplement parce qu'après, ça va me permettre de placer l'image en absolute à l'intérieur. Ce qui va me permettre, vous allez le voir, ensuite de faire les systèmes d'animation. Donc là déjà, si je sauvegarde, vous voyez, ça c'est un petit peu décalé par rapport au bord. Voilà, donc là maintenant je vais donner une classe à l'image alternative, celle qui doit apparaître par-dessus, donc je vais l'appeler alt. Et cet élément-là, cette image-là, je vais la mettre en position absolue, la positionner en haut et à gauche. Voilà, donc là vous allez voir, l'image va se situer au-dessus. Et en fait je vais pouvoir la décaler, donc par exemple si je veux la décaler à gauche, je mets moins 100%. Et automatiquement, hop, vous voyez que mon image noire se trouve à gauche. Mais moi, évidemment, je ne veux pas l'afficher. Donc, ce que je vais mettre sur la div qui est la classe thumb, je vais mettre un overflow hidden. Et automatiquement, ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va cacher tout ce qui dépasse. Et vous voyez que maintenant, on ne voit plus l'image. Du coup, pour faire venir l'image sur les côtés, il suffira de bouger cette valeur. Et vous voyez qu'automatiquement, mon image se décale. Et comme ça, je vais pouvoir réaliser mon effet d'animation. De toute façon, la principale astuce ne se situe pas là. Vous allez voir que c'est au niveau JavaScript. Donc je vais créer deux nouveaux fichiers. Donc un premier fichier que je vais appeler jQuery.js. Dedans, je vais y charger la dernière version de jQuery. Voilà. Et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler main.js. Et ce fichier, il va seulement contenir mon script JS. Donc évidemment, je suis obligé d'attendre que jQuery soit bien chargé. Donc j'utilise toujours ce raccourci-là. Donc ce raccourci-là a l'avantage de me permettre d'attendre que jQuery soit bien chargé et d'éviter les conflits au cas où j'ai une autre librairie qui utilise le alias $. Donc ce fichier JS, je l'ai chargé et maintenant je l'appelle dans ma page. Et histoire de vérifier qu'il soit bien chargé, hop, à l'intérieur je vais juste mettre un petit alerte test. Voilà. Et si j'ai mon alerte, ce qui est le cas, c'est que mon fichier est bien chargé. Et là on va pouvoir commencer un petit peu les choses rigolotes. Alors, je me laisse un petit peu d'espace et on est parti. J'ai besoin de détecter à quel moment on entre sur le survol de cette image-là. Donc hop, je vais sortir l'inspecteur au passage, ça va m'être utile. Voilà, et je vais aller dans la console. Donc ici, il y a un événement qui est plutôt sympa, c'est l'événement mouseEnter. Donc ici, je sélectionne ma div qui a la classe thumb, .on,
et j'écoute à quel moment on entre. Donc c'est mouse enter. Donc attention, faites bien attention, il y a deux E ici. Hein. Et lorsque je vais passer ma souris dessus, je vais lancer une fonction qui prend en paramètre l'événement. Donc là, tout ce que je vais faire, je vais juste mettre dans la console log un enter. Donc cet événement a un avantage particulier, c'est que vous voyez, il ne se lance qu'une fois, au moment où on rentre sur le survol. C'est-à-dire que quand je bouge à l'intérieur, ce n'est pas comme un mouse over. Vous voyez que là, il n'y a pas d'événement qui est rebalancé. Donc ça détecte vraiment le moment, le point d'entrée. Donc ici, à cet endroit-là, ce que je dois faire, c'est récupérer en fait la position de ma souris, la direction. Et c'est là que se situe le problème. Comment être capable de savoir par quel point je viens rentrer? Donc une astuce consiste à mettre des petites divs en fait tout autour et d'écouter à quel moment on passe sur ces divs là. Donc ça c'est pas forcément très pratique parce que ça nous oblige à rajouter du code HTML. Nous ce que l'on va faire c'est qu'on va utiliser une autre astuce. Alors je vous ai fait un petit schéma pour que ça soit plus clair ici. Tout simplement en fait notre image on va la séparer en trois triangles. Donc les triangles comme ceci et en fait il va falloir savoir au moment où on entre, on aura le point d'entrée, la position de la souris. Et en fait, il faudra détecter dans quel triangle se situe la souris. Donc pour faire plus simple, en fait, on va utiliser tout simplement un système d'angles. C'est-à-dire qu'ici, on est entre moins 45 et 45 degrés. Ici, on est entre 45 et 135, je crois, et ainsi de suite. Du coup, ce qu'il va falloir calculer, c'est l'angle. Hop, si je vous mets une petite couleur, voilà, c'est cet angle-là par rapport à cet axe-là. Et en calculant cet angle-là, on sera capable de savoir si on est dans ce triangle-là, celui-là ou celui-là. Donc, on est parti. Alors, ne faites pas attention, hein, certains vont me dire tout de suite, ils vont se dire, c'est bizarre, là, ça n'arrive pas sur les coins. Vous inquiétez pas, on va gérer ce cas-là après. Mais là, pour éviter de compliquer les choses, on va rester sur ce concept-là. Donc la première chose, ça va être de calculer la position du point d'entrée par rapport à un repère qui serait centré par rapport au centre de mon image. Donc on va récupérer les éléments 1 à 1. D'abord, on va récupérer la largeur de l'image. Donc ici, W égale mon élément. Alors ici, mon élément, donc c'est $vis.width. Alors le vis, je vais l'utiliser plusieurs fois. Le problème, c'est que si à chaque fois je fais vis, ça oblige jQuery à refaire une sélection. Alors pour éviter ça, je vais stocker ça dans une variable que je vais appeler $L. Pourquoi $? C'est tout simplement pour me souvenir que c'est un objet jQuery. Donc là, hop, je recommence. $L égale vis. Ensuite, je vais avoir besoin de la largeur. Donc là, plutôt que mettre var, var, var et ainsi de suite, je peux les mettre comme ça à la suite avec une virgule. Donc ici, je récupère la largeur. Donc width, ça sera $L.width. Ensuite, je récupère la hauteur. Donc h égale $L.height. Ensuite, je vais avoir besoin de récupérer la position du centre par rapport à la page. Donc ici, c'est tout simplement la position de mon élément. Donc c'est $L.offset.left. Donc ça me donne la position de l'élément par rapport à la page. Mais attention, ça me donne la position par rapport à ce coin-là. Donc ensuite, il faut que je rajoute la moitié de la largeur. Donc ici, plus W divisé par 2. Ensuite, je vais faire la même chose pour Y. Donc CY égale mon élément, .offset.top. Comme ça, j'ai la position par rapport à en haut. Et ensuite, je rajoute la moitié de la hauteur. Voilà. Donc là, on est plutôt bien. Maintenant, on va avoir besoin de calculer la position du point d'entrée par rapport à ce centre-là. Et c'est là que se situe un petit peu le problème. Comment on peut calculer ça? Donc en fait, ici, pour calculer ça, on a tout simplement à récupérer la position de la souris et à soustraire la position du centre. Donc ici, ça nous donnera le point d'entrée. Donc ça sera positif si on arrive par là et négatif si on arrive par là. Donc ici, c'est tout simplement, je vous l'ai dit, le point d'entrée. Donc c'est event.page x moins la position du centre, cx. Voilà. Et ici, je mets un point virgule et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, je vais mettre un petit console.log x et on va vérifier que ça marche bien. Donc au moment où j'entre, si j'entre par exemple par la droite, je devrais avoir quelque chose qui est égal à peu près à la moitié de la largeur de l'image. Donc ici, moi, c'est 220 pixels. Donc normalement, quand je survole, hop, vous allez voir, c'est à peu près vers 110. Donc ça correspond bien. Et de la même façon, si je rentre par l'autre côté, c'est moins 112, ça fonctionne bien. Et je vais faire la même chose pour y. Y égale event.page y moins cy.
qui est la position du centre. Donc je fais un autre petit test, cette fois-ci je console log Y, et on teste. Vous voyez que je rentre par en bas, j'ai 66, qui est à peu près la moitié de 135, je vous dis à peu près hein, évidemment, et en dessous, moins 66. Alors là ça pose un petit problème, vous voyez que j'ai un négatif en haut. Tout simplement parce que en HTML et en général, l'axe des Y est vers le bas. Donc moi ça ne me va pas forcément, donc ici je vais mettre un négatif. Tout simplement, c'est pour ensuite, lorsque je vais faire les calculs d'angle, ne pas avoir de problème. Je vais me retrouver dans le même cas qu'un cercle trigonométrique classique. Voilà, donc là maintenant, quand je passe au-dessus, vous voyez que c'est 67 par rapport à ce centre-là. Et si je descends et que j'arrive par en bas, c'est moins 66. Donc voilà, ça fonctionne bien. Maintenant que j'ai ces valeurs-là, il va me falloir calculer la direction, le point d'entrée. Et c'est là que se situe un petit peu toute la complexité du problème, c'est être capable d'avoir ce point-là. Donc ici, je vais stocker ça dans une variable que je vais appeler direction, et ça stockera la direction. Donc là, il me faut connaître l'angle. Alors pour connaître l'angle, il y a une fonction plutôt sympa, c'est mat.arctangente2. Ça prend en paramètre la position en x et la position en y, donc ce que je viens de calculer par rapport à mon centre là, et en fait ça retourne un angle en radian. Et ici, je vais console log direction. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ces notions-là, vous pouvez chercher un cercle trigonométrie. Voilà. Ici, en fait, on lui donne la position en X et la position en Y, et en faisant l'arc tangente, ça nous donne la valeur de cet angle-là. Sachant qu'ici, l'angle vaut 0, parce que c'est un angle plat. Ici, ça vaut pi sur 2, 3 pi sur 2, et ici 2 pi. Voilà, donc ça c'est très très important. Bon, normalement c'est une notion de trigonométrie basique, mais c'est vrai que si vous n'avez pas forcément fait une filière S, c'est pas très intuitif. Donc ici en fait ça va nous donner tout simplement une valeur comprise entre 0 et 2pi. Donc moi j'ai besoin un petit peu de séparer en 4 parties pour savoir dans quelle partie du cercle je me situe. Donc ici je vais faire diviser par la moitié, par un angle de 90 degrés. Donc un angle de 90 degrés en trigonométrie, c'est mat.pi divisé par 2. Et ici, hop, donc ici vous voyez que si je rentre par en haut, c'est quasiment 0, tout simplement parce que en haut c'est 90 degrés, donc c'est pi sur 2. Ici, hop, vous voyez que ça fait moins 1, c'est tout simplement 90 degrés plus 90 degrés, et ainsi de suite. Voilà, et vous voyez que quand je reviens ici, j'ai 1. Donc là, c'est bien, sauf que le problème, c'est que ça calcule plutôt les angles. Ici, vous voyez que si je suis entre 1 et 0, c'est que je suis dans cette portion-là. Mais moi, ça me va pas. Moi, j'aimerais bien vraiment avoir les angles là. Donc en fait, ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va utiliser la fonction arrondi. Je vais faire mat.round et je vais arrondir. Et du coup, en fait, avec cet arrondissement, on va se retrouver vraiment avec les cas que l'on voulait. Vous voyez qu'ici, quand je rentre sur ce côté-là, j'ai 1. Quand je rentre par en haut, j'ai 0. Je rentre par en bas, j'ai moins 2, et je rentre ici, j'ai moins 1. Et vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. Donc le problème, c'est que ces valeurs-là ne sont pas forcément bien. Moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est 0 en haut, 1 à droite et 3 à gauche. Du coup, ici, ce que je vais faire, avant de faire le petit arrondi, je vais faire un plus 2. Voilà. Donc moi, le problème, c'est qu'ici, je ne suis pas forcément fan des valeurs négatives. Donc en fait, à mon angle ici, ce que je vais faire, avant de faire la petite division, alors là, je mets des espaces pour qu'on s'y retrouve mieux, je vais prendre mon angle et lui ajouter un demi-cercle. Comme ça, ça m'évitera d'avoir les valeurs négatives. Voilà, donc j'actualise. Vous voyez qu'en haut maintenant j'ai 2, ici 3, 0 et 1. Donc impeccable, ça fonctionne bien. Le problème c'est que j'ai besoin de décaler un petit peu les valeurs, parce que moi j'aimerais bien avoir 0 ici. Donc il faut que je les décale de 2 crans. Donc ici, au niveau du round, je fais plus 2, et ensuite je fais modulo 4. Tout simplement parce que la plus grande valeur, du coup, ça sera 5. Donc là, hop, si je recommence, vous voyez qu'en haut, ça me donne 0, à droite, ça me donne 1, en bas, ça me donne 2, et là, ça me donne 3. Donc j'arrive au résultat que je souhaitais. Donc en fait, avec ce système-là, j'ai maintenant les directions. Donc à partir de là, je vais pouvoir travailler. Donc je vais créer un petit tableau contenant les différentes directions possibles. Donc ici, si j'arrive par le haut, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut tout simplement que l'image, je lui mette la position à gauche à 0. Et en revanche, il faut que je lui donne au niveau de la hauteur, moins 100%. Donc ici, c'est moins la hauteur. Et du coup, l'image va arriver par en haut. De la même façon, si j'arrive ici par la droite, il faut tout simplement que je donne à la position left la valeur 100%, donc c'est width.
Et il faut que je donne à la hauteur 0. Ensuite, je suis parti par en bas. Donc en bas, je donne tout simplement la position à gauche de 0 et en revanche, la hauteur de 100%. Comme ça part d'en bas. Et enfin, la dernière valeur, 3, c'est quand j'arrive par la gauche. Tout simplement, ça sera la position par rapport à la gauche moins la largeur et la position par rapport en haut, 0. Voilà. Donc là, j'ai mes différents cas possibles et maintenant, je peux faire l'animation. Alors, pour faire l'animation, je prends mon élément qui est la classe alt. Donc, c'est mon élément.find. Je trouve l'image qui est la classe alt. Je la positionne bien par rapport à l'extérieur. Donc ici, je lui donne la position par rapport à la direction. Donc ici, c'est directions. Et je mets en index la valeur. Donc ici, par exemple, si j'arrive par en haut, ça fera direction 0. Donc ça mettra ces attributs au CSS. En bref, ça placera mon image tout en haut. Et ensuite, je n'ai plus qu'à faire un animate pour demander à l'image de se replacer correctement. Et le placement correct, c'est tout simplement top 0, left 0. Et ensuite, je mets la durée, 300 millisecondes. Donc là, automatiquement, hop, j'ai fait une petite erreur. Ligne 14. Alors, ligne 14, on a été là. Voilà, j'ai mis un point virgule alors que c'est un deux points. Donc là, vous allez voir, j'arrive par en haut et j'ai cet effet de survol. J'arrive par la droite, j'ai cet effet de survol. Par en bas, j'ai cet effet. Et par la gauche, j'ai cet effet. Donc ça fonctionne bien. Maintenant, il faudrait faire le même effet, mais en sens inverse, quand on quitte. Donc là, ça revient globalement à prendre la même fonction. Le problème, c'est qu'on va se retrouver à réécrire ça, alors que ce n'est pas forcément intéressant. Donc tout ce contenu-là, hop, je vais le couper et aller le mettre dans une fonction que je vais appeler, on va l'appeler getDir. Et on va lui mettre un underscore pour savoir que c'est une fonction classique. Donc cette fonction prendra deux paramètres, l'élément sur lequel on est et l'événement, parce qu'elle a besoin de cet événement pour calculer la position de la souris. Et à l'intérieur, j'y mets ce que j'avais déjà. Sauf qu'ici, je n'ai plus besoin de $L, vu que je l'ai déjà. Hop, en paramètre. Et ensuite, l'événement, il ne change pas. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste retourner directions de direction. Donc, les propriétés CSS à appliquer. Donc, l'avantage, c'est qu'ensuite, lorsque je passe la souris au survol, j'ai plus à me compliquer la vie, à faire tout le système. J'ai juste à faire ici, hop, underscore getDir de this, donc mon élément. Et en second paramètre, je lui passe l'événement, event. Voilà. Et automatiquement, maintenant, hop, si je ne me trompe pas dans les parenthèses, évidemment, hop, ici, c'est plus L, mais $vis. Voilà. Donc si je recommence et que je refais mon animation, vous voyez que ça fonctionne bien. L'avantage, c'est que j'ai tout déporté dans cette fonction-là. Donc maintenant, si j'ai envie de faire le même effet lorsque je quitte le survol, je fais mouse leave ici. Et je n'applique pas d'éléments, en fait, d'attributs en CSS, et j'anime vers le point de sortie. Et le point de sortie, c'est comme ceci. Voilà. Donc maintenant, hop, je réactualise. Vous voyez que j'arrive par ici, je sors par la droite et ça fait l'animation. Je sors par en bas, ça fait l'animation, je sors par en haut et ainsi de suite. Et vous voyez que ça fonctionne très bien. Alors, pour en revenir à ce petit problème-là, vous voyez ici que le calcul de l'angle est un petit peu trop approximatif. Si j'arrive par ce point-là, pour l'animation, je vais être dans le triangle de droite. Et du coup, vous allez voir, il va faire l'animation vers la droite. Une petite démonstration tout de suite. J'arrive par ici, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que l'animation se fait dans le mauvais sens. Donc là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est lorsqu'on calcule la position de la souris, par rapport à ce repère-là, c'est y appliquer une petite transformation. Donc ici, en fait, c'est si on arrive sur ce point-là, lorsque je calcule la position sur ce point-là, lorsque je calcule la position, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement faire une modification pour modifier les valeurs x ou y pour redonner la proportion par rapport à cette taille carrée. Comme ça, ça nous donnera le vrai angle. Donc ici, en fait, lorsque je calcule la position en x, je vais y appliquer un ratio. Donc par exemple, en disant que si la largeur est supérieure à la hauteur, dans ce cas-là, j'applique un petit ratio. Et le ratio, ça sera hauteur sur largeur. Donc ici, je multiplie par hauteur sur largeur. Et sinon, je multiplie par 1. Donc il n'y a pas de ratio.
Et tout ça, je le mets entre parenthèses. De la même façon, sur l'autre cas, ben c'est si j'ai la hauteur plus grande que la largeur, mais dans ce cas-là, je multiplie par le ratio inverse. Donc c'est largeur sur hauteur. Donc ça va permettre de faire une transformation, et cette transformation va permettre de donner ce rapport carré, plutôt qu'avoir un rapport rectangulaire. Et vous allez voir que par la même occasion, ça permet de corriger le problème. Vous voyez que quand je rentre sur ce coin-là, je n'ai plus le problème où j'ai l'animation dans le mauvais sens, mais ça bouge directement dans le bon sens. Voilà. Donc maintenant, petit test grandeur nature, donc je vais réagrandir ma fenêtre, et on va dupliquer notre code HTML plusieurs fois. Poum, 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 poum. Voilà. Donc là, les images sont les unes sous les autres, évidemment, parce que je n'ai pas mis de float left. Donc là, je vais mettre un petit float de point left. Et je vais mettre une petite marge de 10 pixels. Voilà. Donc vous voyez maintenant, j'ai ma petite mosaïque avec plein de petits chatons. Et si je passe, vous voyez qu'on a notre effet qui fonctionne bien. Voilà, donc c'est un effet qui rend plutôt sympa. Donc là, c'est vrai que c'est pas forcément terrible vu que j'ai plein de fois la même image. Mais si vous travaillez bien, ça donne un effet plutôt sympa. Donc après, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Vous n'êtes pas forcé de mettre deux images l'une sur l'autre. Vous pouvez mettre des titres, du texte, du contenu. Donc on va faire un petit essai tout de suite. Hop. Voilà, à la place de mon image alternative, allez, sur le premier lien ici, je vais mettre une div qui est la classe alt. Et cette div là, je vais lui mettre un petit titre. Donc là, je vais mettre salut, ça va. Et le principe, c'est de voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, vous voyez que le titre fonctionne bien. Donc ce titre, ce que je vais faire, je vais lui donner pareil une largeur et une hauteur. Donc ici, ça va être top, ça va être 8,225 px. Je vais lui donner une hauteur, ça va être 135 px. Je vais lui donner une couleur de fond, donc je vais jouer avec l'opacité avec un RGBA 0,0 et une opacité de 0,8. Et enfin, je vais donner un petit line 8 de 60 pixels et une couleur de texte blanche. Voilà. Et allez, un font size de 20. Donc maintenant, vous voyez que lorsque je survole, hop, je peux avoir vraiment tout type d'animation. Je ne suis pas obligé d'avoir forcément une image. Et l'avantage, c'est que ça rend un effet plutôt sympa. On a vraiment l'impression qu'on a quelque chose qui coulisse entre les deux images. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et vous aura permis de comprendre un petit peu comment fonctionne cet effet. Donc évidemment, c'est une des techniques pour arriver à ce résultat. Je ne dis pas que c'est forcément l'unique, mais elle a l'avantage d'être relativement simple et de ne nécessiter au final assez peu de code. Donc tout le concept réside dans cette fonction-là qui est capable de calculer le point d'entrée et le point de sortie des images, donc en utilisant la fonction arctangente. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et surtout si vous avez des questions ou d'autres effets qui vous intéressent et que vous voudriez voir expliqués, n'hésitez pas à poster sur le forum ou à venir nous voir sur IRC.